Ça fait 14 années qu'on a commencé à observer le ciel, jour et nuit, à la recherche du plus insignifiant des signaux qui trahiraient leur présence. Signal qui ne serait pas si insignifiant que ça au final. D'habitude si calme, le ciel se met à chanter. Ce sera la première et dernière fois qu'on recevra quelque chose. L'idée de l'existence d'une vie extraterrestre, c'est un précepte qui est pas si ancien que ça. L'idée même existe depuis des millénaires, mais il n'y a que depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle qu'on commence à vraiment considérer cette idée qu'il y ait du monde ailleurs. Parce qu'avant ça, les croyances et les religions, elles influençaient tellement la vision du monde que l'idée qu'un dieu ait placé la Terre là au centre de l'univers et que tout ce qui existait autour a été créé exclusivement pour les humains, ça laissait un peu de place à l'idée qu'il y ait une autre forme de vie ailleurs. Dites-vous qu'en 1600, Giordano Bruno, qui était un philosophe napolitain, s'est fait brûler vif parce qu'il a proposé l'hypothèse qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers et qu'il existait probablement plusieurs mondes habités comme le nôtre. Il s'est fait cuire. Pas pour ses actes, mais pour ses pensées. C'est environ un centenaire plus tard qu'on peut dire que l'idée de la vie ailleurs est passée du côté idyllique au côté scientifique. Notamment grâce à un homme, un des meilleurs scientifiques de son temps, Christian Huygens. Je prononce pas son nom de famille parce que j'en suis pas sûr du tout. Qui a entre autres découvert Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne, qui a inventé le pendule horloger, qui a surtout beaucoup contribué dans le domaine de l'optique et plus largement dans les mathématiques. Cosmoteros, c'est le nom de ce livre qui est publié en 1698, malheureusement 3 ans après sa mort. Dans cet ouvrage, qui est, je le rappelle, le tout premier ouvrage scientifique qui traite scientifiquement et rationnellement l'idée de la vie ailleurs, se base sur les idées de l'époque, notamment celle de Copernic et Galilée, et de la théorie de l'héliocentrisme, qui nous dit entre autres que le soleil est au centre de notre système solaire et que toutes les planètes tournent autour. Il se sert de cette hypothèse pour avancer l'idée qu'avec autant d'étoiles dans notre univers et autant de planètes qui tournent autour de ces étoiles, il y a forcément certains mondes où une forme de vie intelligente se serait développée. On va faire maintenant un bond dans le temps de quelques 260 années et passer directement au concret. Alors bien sûr, pendant ces 3 centenaires, l'idée s'est très fortement développée. D'une part grâce au développement des sciences, mais aussi d'autre part par le détachement, on va dire progressif, des idées fixes de l'église. Les gens étaient entre guillemets un peu plus libres de penser au fur et à mesure que l'emprise de la religion sur les idées du peuple se soit assouplie, si on peut dire ça comme ça. Attention par cette phrase, je ne blasphème absolument pas les religions. J'ai juste tourné ça comme ça pour faire comprendre qu'à l'époque, c'était surtout la religion qui dictait les idées des gens. Ce ne sont pas mes idées propres, mais des faits. Alors force à tous mes croyants. 1960, vous la sentez cette petite odeur là de recherche spatiale qui s'accélère? En 1960, on a l'avènement du projet OSMA, qui était la toute première tentative de recherche de signal extraterrestre. Projet proposé et dirigé par Frank Drake, c'est ce gentil bonhomme là, qui est aussi accessoirement la personne qui a créé l'équation du même nom, équation de Drake, un peu logique. L'équation de Drake, c'est une équation qui permet de déterminer le nombre de civilisations extraterrestres qui se trouvent dans la galaxie. Alors l'équation, elle ressemble à ça. Elle peut faire peur au début, ouais c'est vrai, mais je vous assure qu'elle est très facile. R étoile, c'est le nombre d'étoiles qui se forment annuellement dans notre galaxie, c'est-à-dire combien d'étoiles se forment tous les ans. FP, c'est la part de ces étoiles qui sont dotées de planètes qui gravitent autour. NE, c'est l'espérance du nombre de planètes potentiellement propices à la vie pour chaque étoile. FL, c'est la part de ces planètes où la vie apparaît effectivement. FI, la part de ces planètes où apparaît la vie intelligente. Parce que oui, par exemple, si je vous montre ça, un être unicellulaire, c'est de la vie, littéralement, bien différent de la vie intelligente, comme par exemple nous. FC, c'est la part de ces planètes capables et désireuses de communiquer. Et pour finir, L, c'est la durée de vie moyenne d'une civilisation en années. Alors une fois qu'on sait tout ça, c'est très simple. Je vais vous prendre les valeurs qui sont utilisées par Drake lui-même. Je vous laisse mettre pause sur ces valeurs si ça vous intéresse. On arrive à un total d'environ 10 civilisations en mesure de communiquer avec nous dans la Voie lactée. La plupart des scientifiques de nos jours sont en désaccord total avec les valeurs émises par Drake parce que forcément les chiffres choisis par Drake ne sont pas tous prouvés. La preuve parce qu'il met un chiffre sur le nombre de vies et de vies intelligentes qui existent alors qu'on le sait juste pas.
Et si on le saurait, bah cette vidéo elle serait pas là et je vous ferais pas une vidéo pour savoir si les extraterrestres existent. Mais moi j'aime beaucoup cette équation parce qu'au-delà de son aspect scientifique, elle nous permet de rêver un peu, chose qui a des centenaires on n'avait pas le droit de faire. Le projet OSMA, dirigé donc par Frank Drake, se déroula de 1960 à 1965. Tout ça au Green Bank Observatory en Virginie occidentale, sur un radiotélescope de 26 mètres de diamètre qui est nommé Teitel. Le but était très simple, écouter les signaux radio des deux étoiles les plus proches de nous, Tau Ceti et Epsilon Eridani. Mais malheureusement, ces recherches n'ont mené à aucun résultat concluant. D'ailleurs, ça fait une vingtaine d'années que le radiotélescope Teitel a été démantelé, mais il a été remplacé depuis par plusieurs radiotélescopes beaucoup plus récents, dont le dernier en date, le Green Bank Telescope, aussi appelé GBT, qui est le plus grand radiotélescope orientable du monde. 100 mètres de diamètre, le bestiau, rien que ça. Search for Extraterrestrial Intelligence, ou recherche d'une intelligence extraterrestre pour ceux qui seraient pas très fut-fut en anglais. C'est un programme extrêmement audacieux pour l'époque. On sait même pas si les hommes verts existent, on sait pas à quel point ils sont développés, ni même les moyens de communication qu'ils utilisent. Peut-être qu'ils nous envoient déjà des messages, mais qu'on n'a pas la technologie nécessaire encore pour les déceler. Encore faudrait-il qu'il y ait un il même. Mais la nature humaine est ce qu'elle est, on n'empêchera jamais les hommes d'avancer, et de toute façon, un grand nombre de découvertes majeures ont été faites par hasard, alors pourquoi ce ne serait pas le cas quant à la recherche d'êtres interstellaires? Ce programme voit donc le jour en 71, et c'est à cette date que tous les projets en rapport avec la recherche extraterrestre ont été décrits comme faisant partie du cadre des recherches SETI. C'est le moment précis où les moyens mis en œuvre dans la recherche extraterrestre sont devenus exponentiels. Ça intéressait énormément de scientifiques, mais surtout la NASA, qui s'est beaucoup intéressée au projet et qui encourageait les chercheurs dans cette voie en les finançant. En 73, on aura l'avènement du projet OSMA 2, beaucoup plus conséquent que son prédécesseur, parce que dans celui-ci, on étudiera les ondes radio d'environ 650 étoiles dans un rayon de 100 années-lumière de la Terre. Alors ce n'est pas les 650 étoiles les plus proches, c'est juste les 650 étoiles les plus propices à abriter de la vie. Dans ce projet ont été utilisés multitudes de radiotélescopes, dont un qui sort totalement du lot, le radiotélescope d'Arecibo, alias le plus gros radiotélescope du monde jusqu'en 2016 avec ses 305 mètres de diamètre. OSMA 2 ne sera pas un échec, mais on n'aura tout de même pas de résultat concluant. Ça serait sinon, je pense. Jusqu'à l'été 1977. Cette fois-ci, on sera, comme dit au tout début de la vidéo, sur le radiotélescope Big Ear. Alors oui, il ressemble un peu moins au radiotélescope qu'on a l'habitude de voir, mais il était quand même super pour l'époque. Vous savez très bien ce que va capter ce radiotélescope le 15 août 1977. Cette image-là, vous l'avez probablement tous déjà vue, sans jamais vraiment la comprendre peut-être, alors qu'elle fait littéralement partie de l'histoire de l'humanité. Le signal est reçu à 16h16 pendant 72 secondes et il est d'ailleurs très simple à décrypter. Tous ces chiffres en fait que vous voyez, c'est juste des intensités de signal. On commence par 1 qui est l'intensité la plus basse et on arrive ensuite à 9. Une fois arrivé à 9, on commence à utiliser les lettres de l'alphabet, de A à Z. A étant une valeur plus grande que 9, c'est-à-dire qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et après, on passe sur A, B, C, D. Je vais pas aller jusqu'à Z, ça va être long sinon. Mais vous m'avez compris, Z étant la valeur de signal la plus forte. On se rend compte du coup que le signal fait une sorte de parabole. Il arrive progressivement avec 6, puis E, puis le Q et enfin le U, qui est la valeur la plus forte enregistrée, avant de redescendre en J, puis en 5. Les petits 6 et 7 sur le côté, ils font pas partie du signal principal. On pense que c'est surtout des interférences dues à la puissance du signal. Mais du coup, comment on fait pour rechercher des signaux extraterrestres en fait? Parce que je vous parle de signaux, de machin truc là depuis tout à l'heure, c'est quoi en fait? Pour vous faire simple, c'est comme si vous étiez dans votre voiture et que vous écoutiez la radio, donc Fun Radio, RFM, Chérie FM, Skyrock, je sais pas moi, c'est vous qui choisissez. Ici, c'est la petite antenne sur votre voiture qui reçoit les ondes radio et qui vous les retransmet dans votre poste, de façon à les transformer en son. C'est comme ça que vous écoutez la musique, etc. Maintenant, quand on recherche des ondes extraterrestres,
en provenance de l'espace, c'est pas une toute petite antenne qu'on va utiliser, mais plutôt un radiotélescope en forme de bol. Les radiotélescopes, eux, alors comme votre antenne, ils peuvent recevoir pas mal d'ondes radio, ça c'est pas un problème, mais ils vont traiter une seule onde radio précisément, c'est celle de 1420 MHz. Et c'est cette longueur d'onde qui est utilisée en très grande majorité dans la recherche de signaux extraterrestres. Mais pourquoi précisément 1420 comme ça? Bah en fait, c'est tout simplement parce que premièrement, 1420, ça correspond à la raie d'émission de l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant dans l'univers. Voyez ça de façon très simplifiée, comme si les ondes radio étaient portées par l'hydrogène. Et vu qu'il y en a en abondance dans l'univers, ça permet à cette onde radio précisément d'atteindre de très grandes distances. Parce que oui, avec la distance, l'onde radio perd en puissance. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que l'univers il est rempli d'ondes électromagnétiques. Il y a les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets. Ensuite, on a les rayons de lumière invisibles, donc nos couleurs. Et ensuite, on passe aux infrarouges, qui sert beaucoup, par exemple, dans les télécommandes de vos télés pour l'allumer, l'éteindre, monter le son, etc. Ensuite, les micro-ondes et pour finir, les ondes radio, qui sont les plus longues. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en fait, la longueur d'onde de 1420 MHz, qui se trouve donc dans le domaine des ondes radio, se trouve dans ce qu'on appelle le point d'eau, qui est une zone de fréquence électromagnétique qui traverse presque entièrement notre atmosphère. Là où les autres types d'ondes que j'ai cités précédemment passent plus ou moins l'atmosphère. Certaines comme par exemple les rayons X, gamma ou ultraviolet ne passant pas du tout ou presque pas du tout notre atmosphère. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui ont décroché, mais j'espère que la majeure partie d'entre vous ont compris. Jerry n'était pas devant ses machines quand le signal est arrivé. En réalité, il a vu les résultats que quelques jours plus tard quand il les a analysés. Et vous le savez probablement déjà, mais le signal WOW s'appelle WOW parce que Jerry a entouré le signal sur la fiche et l'a noté WOW. Sur le coup, on s'est pas tant affolé que ça déjà parce que le signal on l'a plus du tout réentendu et pourtant après la découverte on a passé un sacré moment à réitérer l'expérience, à pointer la même portion du ciel et à attendre qu'un signal arrive jusque nous. Malheureusement on n'a rien eu, mais on aurait reçu quelque chose, là oui ça aurait été révolutionnaire je pense. Sauf que le truc c'est déjà que le signal il a été découvert seulement les jours qui ont suivi son enregistrement et en plus le radiotélescope Big Ear il est pas orientable. Il sert en fait de la rotation de la Terre pour scanner les zones du ciel. Si on voulait utiliser Big Ear pour scanner la même zone du ciel, on pourrait le faire que pendant un tout petit lapsus de temps à une heure très précise. Et on pourrait ne scanner cette zone que pendant quelques minutes à peine. Peut-être qu'un deuxième signal aurait pu être capté, mais il aurait fallu en fait qu'on se rende compte directement qu'il y avait un signal qui arrivait et qu'on donne ensuite dans la foulée l'ordre à tous les radiotélescopes orientables qu'il y avait aux États-Unis de scruter exactement cette zone du ciel. Là, peut-être qu'à l'instant T, on aurait pu effectivement recevoir quelque chose d'autre. Au final, peut-être qu'on a reçu des signaux juste après celui-ci, mais c'est juste qu'on n'était pas là pour les écouter, quoi, comme si on était sur répondeur au final. Mais avec le temps, au final, le signal, il a commencé à se faire connaître parce que on a littéralement aucune théorie qui pourrait expliquer exactement pourquoi ce signal est là. La théorie la plus récente et plausible à ce jour, c'est celle d'un nuage massif d'hydrogène dans l'espace qui a reçu une perturbation énergétique telle qu'elle nous en a donc envoyer ce signal. Par perturbation énergétique, je vous parle par exemple d'interaction avec un pulsar, un trou noir ou alors l'implosion d'une étoile, une supernova, qui aurait donc pu exciter ce nuage de gaz. Encore aujourd'hui, on pourrait pas dire exactement ce qui s'est passé. Et c'est justement ça qui est génial. C'est un sujet qui laisse place à beaucoup d'interprétations et d'espoir, parce que qu'est-ce que la vie serait triste sans aucun espoir. Par la suite, plusieurs autres programmes ont été lancés, comme par exemple notamment le projet Phoenix en 78, ou encore Serendip en 79, et la recherche de signaux intelligents s'accélérait de plus en plus jusqu'en 93, où le Congrès américain a décidé de ne plus financer le projet SETI, estimant qu'il y avait plusieurs autres projets beaucoup plus intéressants de la NASA à explorer. Et en soi, ça se comprend. Là où l'exploration spatiale de Mars peut être considérée comme beaucoup plus importante et intéressante. Est-ce que vous saviez que jusqu'en 2022, vous pouviez, vous,
personnellement participer à la recherche de signaux extraterrestres en étant posé dans votre chambre ou dans votre salon sur votre PC. Le projet s'appelait SETI at Home et le concept était simple mais incroyable. Vous téléchargiez un logiciel nommé Boink qui se connectait automatiquement à ce programme et des petites quantités de données récoltées par les radiotélescopes du programme SETI vous étaient envoyées là comme ça sur votre PC dans votre salon. On utilisait la puissance de votre PC pour décrypter les données et ensuite les données étaient renvoyées automatiquement et c'était incroyable comme idée parce qu'ils n'avaient pas besoin de mettre un seul euro dans l'achat de superordinateurs et ils avaient plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs fidèles qui mettaient à disposition leur ordinateur pour calculer tout ça sans payer le matériel ni la facture d'électricité. Et bien sûr, ça a super bien marché. En outre, le projet SETI at Home, le programme SETI a continué à bien se développer malgré la décision du Congrès américain, avec des parties privées qui ont contribué à financer grandement le programme, avec par exemple le lancement en 2015 d'un des projets SETI les plus ambitieux à ce jour, soutenu par le milliardaire Yuri Milner et le fameux physicien Stephen Hawking en personne. Enfin plus maintenant du coup, un projet qui utilise les radiotélescopes les plus puissants du monde comme par exemple le GBT ou le radiotélescope Parkes en Australie pour surveiller une grande partie du ciel à la recherche de signaux extraterrestres. Dans l'objectif de scanner les 1 million d'étoiles et les 100 galaxies les plus proches pour détecter des signaux intelligents. C'est titanesque. Je vous ai parlé du message d'Arecibo, mais il faut savoir qu'au début des années 2000, un programme spécifique en parallèle du programme SETI a été créé. C'est le programme METI pour Messaging Extraterrestrial Intelligence. Le contraire de SETI, on va pas essayer de les trouver, on va juste envoyer nous des signaux. Programme mis en place par un scientifique français en plus, Jean-Pierre Rospars. En 2001, un nouveau message sera envoyé avec le radiotélescope d'Arecibo, mais cette fois-ci beaucoup plus localisé, vers l'étoile Gliese 581 qui est à 20,3 années-lumière de nous, où orbitent des planètes qui sont très propice à l'apparition de vie. Contrairement à SETI, METI c'est un programme très controversé parce que si le message arrive bien aux oreilles des civilisations avancées qui sauraient l'entendre, qu'est-ce qui nous dit que cette dernière sera bienveillante? Peut-être que les extraterrestres ne nous ont pas encore trouvés justement parce qu'ils n'ont toujours pas reçu d'ondes radio de notre part. On émet des ondes radio depuis très peu, depuis moins de 100 ans, sans vous parler des ondes radio justement destinées à ces civilisations extérieures. Là on est sur 40 ans peut-être grand maximum. Alors peut-être que s'ils découvrent notre existence et si c'est pas déjà fait, ils viendront à notre rencontre dans un but hostile. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des critiques. C'est tout ce que je demande pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. Merci de m'avoir écouté. On se revoit bientôt. Bisous!